Afin de résumer brièvement les films sortis entre janvier et avril 2013, du moins les films qu'il ne fallait pas rater, je vous invite à suivre cette rubrique qui s'appelle la rubrique Rapido, et ça commence tout de suite. On commence par Django Unchained de Quentin Tarantino, film dont le simple titre suffisait à provoquer les attentes les plus démesurées chez la plupart des cinéphiles. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, le titre Django Unchained se rapporte au film Django de Sergio Corbucci, sorti dans les années 70 avec Franco Nero dans le rôle principal. Django donna lieu à plusieurs suites, ou du moins fausses suites, qui reprenaient chacune le personnage de Django, joué par des acteurs différents, un personnage avec un caractère différent, un passé différent, et c'est de là que Tarantino, cinéphile inspiré, décida de s'inspirer des films de l'époque pour créer son western spaghetti, Django Unchained, maculé de blaxploitation avec Jamie Foxx dans le rôle principal, secondé par Christophe Waltz et Leonardo DiCaprio. Une véritable réussite, violente, poétique, mais également une grande réflexion sur le monde de l'esclavage, voire peut-être l'un des films les plus poussés à ce niveau-là, et dont la mise en scène atteint des sommets lors d'un final tout simplement dantesque. Un chef-d'œuvre absolu qui, je l'espère, a été vu par la majorité d'entre vous, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous ruer dessus dès qu'il sortira, et dont le point de vue nous amène directement à un autre film qui traitait exactement du même sujet mais d'une manière totalement différente, à savoir Lincoln de Steven Spielberg. Dans ce film consacré à cet ancien président des États-Unis, campé par Daniel Day-Lewis, toujours aussi incroyable à chaque rôle qu'il interprète, rôle qui lui valut encore une fois un Oscar, le film ne vaut pas seulement pour l'interprétation incroyable de l'acteur, mais également par la mise en scène iconique de Steven Spielberg, qui en fait non seulement un personnage historique, mais presque une sorte de super-héros avant l'heure, et dont la portée symbolique, historique et politique peut encore avoir des résonances jusqu'à aujourd'hui. Passons à The Master de Paul Thomas Anderson, le retour du fils prodigue de l'histoire du cinéma, qui nous avait épaté déjà il y a quelques années avec There Will Be Blood, ou encore Boogie Nights ou Magnolia. Eh bien, The Master est véritablement un film surprenant à plusieurs points de vue. Tout d'abord, si sa mise en scène reste toujours aussi inspirée, elle n'a peut-être jamais été aussi expérimentale chez quelqu'un comme Paul Thomas Anderson, qui pourtant était déjà un cinéaste très proche de l'expérimentation. Pourtant, si le film aborde de manière frontale le terme des sectes ou de la manipulation mentale chère au cinéaste, peut-être que sa façon de l'aborder de manière si directe l'empêche justement de verser dans la subtilité qui était propre au cinéaste. Aussi, on se retrouve face à un film très difficile à voir, parce que justement, il cherche à faire éprouver au spectateur la même chose que le personnage principal, qui s'en prend, il faut le dire, plein la gueule pendant tout le film. Une vision de la scientologie virtuose, éprouvante certes, mais dont le propos n'est peut-être pas assez explicite, du moins à mon humble avis. Passons à Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, désormais bien connue de tout le monde puisqu'elle a réalisé le film Des mineurs qui a été auréolé aux Oscars en 2010. Pourtant, l'ex-femme de James Cameron n'en est pas à son premier coup d'essai, et il serait peut-être grand temps de réhabiliter cette cinéaste dont le parcours cinématographique est jonché de chefs-d'œuvre et de grands films. Zero Dark Thirty, nouveau titre de ce qui était auparavant le scénario Kill Ben Laden, dont la cinéaste a changé le titre, mais également l'histoire, puisque à la base elle souhaitait raconter le plus gros échec des troupes américaines en termes de traque, et qu'au final cet échec s'est avéré être une réussite, ce qu'elle traduit pourtant à l'écran de manière plutôt nuancée. Une traque, certes, mais surtout des coulisses de pouvoir et un portrait de femme exceptionnel, campé par la formidable et magnifique Jessica Chastain. Et que dire de la dernière demi-heure du film où la réalisatrice parvient à créer une tension insoutenable à partir d'un événement que tout le monde connaît déjà. Une réussite absolue où jamais la cinéaste ne va sombrer dans le patriotisme, mais va surtout chercher à démontrer les subtilités d'une enquête que le grand public ne connaissait quasiment pas. Passons à la véritable surprise de ce début d'année. Happiness Therapy de David O. Russell, qui avait épaté tout le monde il y a 2 ans avec The Fighter, ou encore avec l'hilarant Les Rois du Désert. Alors pourquoi Happiness Therapy est une excellente surprise? Tout simplement parce que Happiness Therapy appartient au genre de la comédie romantique, c'est-à-dire au genre où il y a le plus de nanars de l'histoire du cinéma, n'en déplaise à toutes les spectatrices qui nous regardent. Parce que pour quand Harry rencontre Sally, combien de coups de foudre à Manhattan a-t-on dû se taper? Et là je parle à tous les messieurs qui nous regardent, obligés d'emmener leurs copines dans ce qui est les pires séances de torture de leur vie. Eh bien messieurs, vous pouvez aller voir Happiness Therapy, parce que au-delà d'être une comédie romantique, Happiness Therapy est un véritable bon film. Mise en scène inspirée qui épouse le point de vue d'un personnage bipolaire campé par Bradley Cooper, qui va rencontrer une jeune fille dépressive, interprétée par la magnifique Jennifer Lawrence, ce qui va lui permettre, à travers un parcours initiatique, de surmonter les différentes épreuves de la vie. Et si ces petits arguments ne suffisent pas, sachez qu'enfin,
Robert De Niro se met à bien jouer à nouveau, ce qu'il n'avait pas fait quand même depuis presque 10 ans. Et s'il y a un film dont je tenais à vous parler absolument, et ce en dehors des rapidos, c'est bien Le Monde Fantastique d'Oz, du génialissime, du brillantissime, de l'immense Sam Raimi. D'aucuns avaient peur que le réalisateur, en signant un contrat avec Disney pour ce film, vendait en quelque sorte son âme au diable. Pourtant, à la vision de l'œuvre en question, il n'en est strictement rien. Tout d'abord parce que d'un point de vue strictement scénaristique, le film ne fait que retracer la trajectoire de son réalisateur. En quelque sorte, ne peut-on pas voir Sam Raimi, à l'époque de Evil Dead, comme quelqu'un qui bricolait ses films, un petit peu à la manière de James Franco avec ses tours de passe-passe au début du film, qui ensuite, persuadé par son talent en tant que metteur en scène, se mit à faire des films dont la mise en scène était l'attrait principal. Une mise en scène expérimentale et virtuose qui lui vaudra une remise en question après le pourtant très bon Mort au vif, où le réalisateur s'est aperçu que cette mise en scène prenait le pas sur l'enjeu dramatique du film. Dès lors, l'accomplissement du cinéaste qui suivit, avec des chefs-d'œuvre tels que Un plan simple, Intuition, la trilogie Spider-Man ou encore Jusqu'en enfer, peut être vu comme l'aboutissement personnel du héros à la fin du film. Mais au-delà de cette première interprétation, on peut en voir une autre qui, elle, se trouvait déjà dans le film original, à savoir le fait que le monde fantastique d'Oz, justement, n'est autre que l'inconscient du personnage campé par James Franco dans le film, ce qui peut paraître logique puisque chaque personnage et événement du début du film retrouve son pendant dans le monde imaginaire d'Oz par la suite. Sans oublier que le film peut également être vu comme une métaphore du cinéma, un film qui commence en noir et blanc pour passer à la couleur, tout cela en 3D en utilisant des technologies aussi diverses que les make painting, les images de synthèse ou encore la performance capture. Et en parlant de 3D, inutile de dire que la technique du relief sied particulièrement à Sam Raimi, tant le film n'est pas avare en jaillissements de toutes sortes. De toute façon, si vous ne l'avez pas compris, Le Monde Fantastique d'Oz est un film à voir, à revoir et à revoir encore, et tout ça en 3D bien sûr.